ont la possibilité de poser des questions à toute une série d'experts qui se sont mobilisés dans toutes les structures du Brabant wallon pour être là à leur écoute et être à leur côté pour, malgré la crise que l'on traverse, pour continuer à envisager l'avenir sous de meilleurs auspices et envisager déjà une relance qui, n'en doutons pas, arrivera bien. Alors, la thématique d'aujourd'hui que nous allons apporter dans cette table ronde est relative au nouveau business model que vraiment les indépendants, les entreprises doivent vraiment intégrer dans leur réflexion, parce qu'on sait bien où la planète va, il y a une vraie raréfaction des ressources, il y a un réchauffement climatique, mais il y a aussi un mode de consommation qui change, étant donné que de plus en plus de clients, de consommateurs, sont vraiment attentifs à des aspects tels que l'économie circulaire, les circuits courts, qui vont être abordés aujourd'hui. Alors, nous avons deux orateurs aujourd'hui que je remercie. Il y a tout d'abord Enrique González de Capinov, qui va introduire un peu, qui va un peu situer le débat dans un contexte plus général. Et ensuite, nous aurons Baudouin Lehardy de Beaulieu, le directeur de l'INBW, l'intercommunal du Brabant wallon, qui viendra, lui, présenter un peu les actions que l'INBW mène dans le domaine. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, à part aux orateurs bien sûr, de couper votre caméra et vos micros. Vous avez le chat qui est disponible pour poser des questions. Et je ne doute pas que les orateurs vous proposeront à un moment donné d'intervenir en direct, mais pour le moment, merci de bien vouloir quitter vos micros. Enrique, je te laisse la parole. Je vais d'abord laisser la parole à Baudouin. Oui, écoutez, très brièvement, pour m'associer à ce petit mot de bienvenue, bien entendu, je pense que c'est important de garder le contact dans ces périodes difficiles. Difficiles à cause de la crise Covid qu'on connaît tous, mais difficiles aussi parce que, comme l'a dit Philippe, on a beaucoup d'inconnus et au sein de notre expérience, bien que modeste, je crois vaut la peine de partager, et c'est dans ce but-là que je participe aujourd'hui à cette table. Alors j'avais proposé qu'on se présente, mais ce ne sera peut-être pas possible si tout le monde coupe son micro et sa caméra. Donc ce que je vous propose, c'est que lorsque vous interviendrez, chacun vous présentez avant votre intervention. Voilà. Et je cède tout de suite la parole à Enrique. Merci Baudouin. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Hop. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? C'est parfait. Ok, dans le mode diapo complet? Non, là, on a sa diapositive principale qui est sur la gauche, et sur la droite, on a la diapo suivante. Ah ouais, donc il faut quitter le mode... J'ai dit Alain, j'ai dit Philippe alors que c'est Alain du jeu. Oui, c'est pas grave. On a corrigé, hein, donc. Je ne suis pas procédurier. Non, désolé Alain. Alors, je vais recommencer ok, ça. Enrique, c'est parfait. C'est parfait, vous voyez bien oui. mon... Okay. On le voit en entier, oui, ça va. Super, mais... Ah, voilà. Génial, voilà, c'est parti. Donc, eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Hein, bienvenue, donc, comme l'a dit Alain, à cette table ronde consacrée au nouveau modèle économique. Alors, l'animation de cette table virtuelle sera assurée donc par Monsieur Baudouin Lehardy de Beaulieu, directeur donc, de l'INBW. Et petite précision, donc j'ajoute un nouveau nom donc de mon collègue Romain Geniot et moi-même, donc Enrique González, tous deux référents bas carbone pour les entreprises du Brabant wallon au sein de l'ASBL Capinov. Donc, les nouveaux business models, hein, qu'on peut aussi considérer comme business models innovants, représentent une évolution de la façon d'envisager la création de valeur par un acteur économique. Aujourd'hui, bien, les faits sont là pour l'affirmer.
et d'autant plus dans le contexte actuel que repenser son modèle économique semble une évolution nécessaire, si pas indispensable. Je parlais des faits, mais pour bien comprendre l'importance des nouveaux modèles économiques et de l'économie, il est aussi important de recontextualiser cette évolution de modèle et de considérer du coup les enjeux et les problématiques auxquels ces modèles doivent répondre. La plus connue, la plus entendue, c'est évidemment le réchauffement climatique. Les prévisions sont très pessimistes à ce sujet, voire alarmantes, et les conséquences de ces projections, notamment faites par le GIEC, sont assez dramatiques. Et contrairement en fait, à ce que l'on peut penser, elles nous concernent. Elles nous concernent. Bon, voilà, déjà, en voici une preuve. C'est un bel exemple d'une projection de la montée des eaux due à un réchauffement climatique, bien qui manifestement nous touche tout particulièrement. L'activité humaine a également un gros impact sur la biodiversité. C'est tout aussi visuel, tout aussi parlant, même si beaucoup moins marketing comme sujet. Mais voilà, les écosystèmes naturels sont aujourd'hui plus que malmenés par l'activité humaine. Et alors, elle peut l'être de façon directe ou indirecte, via la déforestation, par exemple, mais via également la salinisation des eaux, qui a un impact sur les écosystèmes aquatiques. Même si cet effet est relativement indirect, ça reste un effet qui dérègle et qui dégrade fortement la biodiversité. Alors, autre enjeu et non des moindres, il s'agit bien naturellement de l'épuisement des ressources. Même si l'indicateur 2020 est un peu biaisé par la crise sanitaire que nous connaissons, le constat est clair, c'est que le jour du dépassement, donc à savoir le jour où la Terre, la population mondiale a consommé l'ensemble des ressources que la Terre elle-même peut produire en une année, se rapproche de plus en plus du début de l'année. Donc aujourd'hui, cette date, enfin pour 2020, a été dépassée le 22 août. Et alors, bien voilà, c'est là qu'on voit l'effet biaisé, puisque de 2014 à 2019, bien, on est passé du 19 août au 29 juillet. Donc on est dans une année un peu particulière, mais globalement, la tendance est à un rapprochement de plus en plus en début d'année de cette date de dépassement. Principalement dû à quoi? Bien, principalement dû à l'évolution et au développement de pays développés tels que nous. En Belgique, on consomme en 3 mois, donc au 5 avril, donc vraiment 3 mois. En 3 mois, on consomme ce que la Terre est capable de produire, à notre échelle, bien sûr, en 12 mois. Donc, autrement dit, si l'ensemble de la population mondiale vivait comme nous, il nous faudrait 4 terres pour assurer notre demande sur du long terme. Et enfin, autre problématique qui est tout aussi importante, mais qui est par le grand public souvent moins liée aux enjeux environnementaux. Et il s'agit des conflits géopolitiques et des problèmes d'éthique dans la gestion courante des activités. Les conditions de travail non respectées, des modèles économiques peu transparents, peu équitables, des tensions entre pays pour une ressource matérielle, et j'en passe. Tous ces éléments, naturellement, sont à intégrer, sont à considérer si on veut transiter dans une approche plus durable, plus résiliente et naturellement plus éthique. Se pose dès lors la question du changement, de l'évolution, justement pour faire face à toutes ces problématiques. Alors on peut certes les anticiper, mais voilà, la société a suffisamment démontré que l'anticipation n'était pas sa grande force. Par contre, l'homme est tout à fait capable de bondir très haut quand il est au pied du mur. Et bien que, par définition,
par définition, bien négative et problématique, enfin, négatif et problématique, ces enjeux doivent en fait être considérés plutôt comme des opportunités. Opportunité de s'élancer, opportunité de bondir, opportunité de rebondir, notamment dans le contexte actuel, opportunité d'évoluer. Pourquoi? Bien simplement parce que les crises sont finalement un superbe contexte d'innovation par l'adaptation. Pourquoi? Puisque certes, l'argent est un véhicule indissociable de l'évolution économique. Et donc, c'est vrai que des périodes comme nous vivons actuellement permettent peut-être de débloquer certains budgets, peut-être à un niveau peut-être plus public, mais néanmoins, pour pouvoir évoluer. Des crises comme celle-ci, des crises sanitaires, mais également économiques ou environnementales, ont des impacts aussi sur la monétisation qui est faite des externalités générées par une activité, externalités négatives. Et plus la crise est importante, plus les externalités négatives vont, l'ajustement réel des coûts de la monétarisation de ces impacts vont permettre de rendre une innovation économiquement rentable. Donc voilà, donc finalement, les crises sont un super contexte d'innovation. Agir à temps, ça veut aussi dire potentiellement prendre une longueur d'avance sur la concurrence et se positionner plutôt comme leader, plus comme un leader plutôt que comme un suiveur. Et je pense que de manière générale, il est clairement préférable de leader le marché plutôt que de le suivre. Et voilà, clairement de prendre une longueur d'avance et de gagner un avantage compétitif certain sur ses concurrents. Donc voilà, donc ça c'est un peu le pourquoi considérer ces enjeux et ces problématiques comme une opportunité. Maintenant, comment le faire? Eh bien, une des réponses, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, dans sa définition très large, peut clairement répondre à ces problématiques. Alors, il est clairement difficile de donner une définition à l'économie circulaire, puisque certains l'entendent comme un modèle à proprement parler, d'autres l'entendent plutôt comme une vision, comme un concept, d'autres l'entendent finalement comme une multitude de concepts. Mais voilà, néanmoins, on a retenu une définition qui est une définition de l'ADEME en France et de l'Institut éco-circulaire. Voilà, donc je vais la lire très simplement. L'économie circulaire, c'est un système économique. Donc là, on est dans l'idée du modèle économique, d'échange, de production qui, à tous les stades du cycle de vie d'un produit ou d'un service, naturellement, va viser à augmenter l'efficacité, l'efficience donc de l'utilisation des ressources. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre une vision très, très large d'un modèle économique et à chaque stade d'essayer de diminuer l'impact généré sur l'environnement. Et tout ça en maintenant une qualité de vie, en maintenant une proposition de valeur au moins identique à celle précédemment proposée. Mais globalement, plutôt à titre d'exemple, l'économie circulaire couvre effectivement tout un spectre de concepts, tout un champ de concepts. Et donc l'économie circulaire, force en tout cas cherche à optimiser et à valoriser les ressources, qu'il s'agisse de ressources matérielles, de ressources immatérielles ou de ressources même énergétiques. L'économie circulaire, et là c'est dans sa définition peut-être un peu plus restreinte, qui est malheureusement souvent véhiculée, l'économie circulaire, c'est la réduction des déchets. Certes, c'est un des axes de l'économie circulaire, c'est un des concepts que vise à améliorer l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est aussi au-delà de ça, c'est de la collaboration. La collaboration locale, collaboration éthique. Donc je parlais précédemment de la problématique des enjeux géopolitiques
ou des problèmes d'éthique liés à une sous-traitance peut-être moins bien contrôlée, moins transparente. Mais voilà, la collaboration fait partie aussi de cette idéologie de l'économie circulaire. Et globalement, la finalité reste tout le temps la même, c'est de pouvoir réduire les externalités négatives, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociétales, même si effectivement on vise peut-être principalement dans ce cas de figure l'environnemental. C'est l'idée. L'idée, c'est qu'à chaque étape, on arrive à réduire les externalités environnementales, parce que ces externalités environnementales ont un coût. Elles ont un coût qui est latent, qui est sur du long terme, qui ne se perçoit pas comme une dépense réelle, qui n'est pas tangible par une facture, mais ces externalités ont un coût pour la société, pour l'entreprise, pour la société, pour l'indépendant, pour le citoyen, pour les services publics, pour tout le monde. Et la force en fait de l'économie circulaire, c'est que en listant en essayant de travailler et en cherchant à optimiser tous ces concepts, elle vise toujours un développement économique. Elle vise toujours à au moins répondre favorablement à un besoin économique d'une activité. Et donc l'idée de l'économie circulaire, très clairement, n'est pas de prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est de prendre une direction en boostant l'autre. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas mettre de côté le plan économique, clairement, mais on va chercher à chaque étape du cycle de vie du produit, du service, à faire croître ce développement économique en justement tirant profit de et en valorisant ces externalités négatives qui ont un coût latent pour l'entreprise. Donc voilà, donc maintenant, plus concrètement, l'économie circulaire, en tout cas dans la définition wallonne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'économie circulaire est illustrée par 4 axes. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Romain qui va un peu détailler ces différents axes et comment on peut les illustrer. Merci Enrique. Voilà, Romain. Vous m'entendez bien? Le son est OK? Oui. Ok, super. Donc voilà, effectivement, classiquement, et selon la définition wallonne de l'économie circulaire notamment, l'économie circulaire est divisée en 4 grands axes de travail, 4 grandes thématiques. La première étant ce qu'on appelle l'éco-conception, ou la conception et production circulaire, comme c'est repris ici. C'est un petit peu ce que le commun des mortels entend par économie circulaire en général, c'est-à-dire considérer en fait chaque étape du cycle de vie d'un produit ou d'un service, puisque comme l'a dit Enrique, l'économie circulaire et l'éco-conception, ça concerne aussi les services, et essayer d'en limiter autant que possible les externalités sociétales négatives. Donc ça passe par tout un nombre d'actions et de pistes d'action qui sont pas exclusives, qui peuvent être combinées entre elles. Donc notamment un choix de ressources optimales. Donc par exemple, classiquement utiliser du bois FSC labellisé donc pour un produit en bois, ou des matières recyclées, du plastique recyclé, du papier recyclé, ce genre de choses-là. Choisir des ressources qui impliquent des impacts environnementaux moindres. Optimiser aussi l'utilisation qui est faite de ces ressources. Donc vraiment utiliser juste le nécessaire pour une fonction donnée. Donc si je prends par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien ma caméra ici, ce stylo bille de chez Bic qu'on connaît tous. On a vraiment une utilisation de matière qui est extrêmement simpliste et minimaliste pour une fonction qui restait inchangée et une durabilité quand même assez élevée. Justement, on peut aussi augmenter la durée de vie du produit, par exemple en améliorant sa solidité et sa durabilité, ou en permettant, quand c'est possible, de remplacer certaines pièces qui limiteraient par ailleurs sa durée de vie. On peut aussi évidemment réduire, comme l'a dit Enrique, c'est une grande piste de l'économie circulaire, réduire autant que possible la production de déchets, que ce soit au moment de la conception du produit ou au moment de son utilisation, mais aussi prendre en compte en amont la fin de vie du produit pour limiter les impacts qui seront en aval. Comme exemple, un exemple qui est de plus en plus porteur, c'est au niveau des smartphones. Il y a des études qui sont faites pour pouvoir désolidariser le smartphone en fin de vie quand il est exposé à une température élevée, donc par exemple une centaine de degrés,
qui est une température qu'on n'a pas au quotidien. Donc quand il est exposé à cette température, les pièces se séparent d'elles-mêmes et on peut facilement remplacer ou réutiliser certaines pièces. Évidemment, optimiser les transports de matériaux, de produits, c'est une piste qui est très porteuse. Par exemple, en s'assurant que les camions de transport sont les plus remplis possibles ou que le packaging d'un produit permet de transporter autant de matière que possible. Et enfin, une piste qui est très discutée aujourd'hui, c'est évidemment l'optimisation de l'efficience énergétique, soit au sein des processus de production, soit lors de l'utilisation du produit. Donc toutes ces pistes sont évidemment, comme je l'ai dit, non exclusives, et l'idéal, c'est, dans la mesure du possible, de combiner ces différentes actions entre elles. Donc le deuxième axe reprend plutôt la notion de logistique inversée. Logistique inversée qui, là tu peux passer Enrique s'il te plaît, merci, qui reprend donc qui concerne simplement le retour à l'entreprise ou au fournisseur de produits ou de ressources en fin de vie pour que ces produits ou ces ressources puissent être réintégrés dans le process. Donc c'est classiquement le principe de la consigne qui est probablement l'exemple le plus parlant. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, faire revenir les matériaux dans le processus de production pour qu'ils soient réutilisés et donc optimiser les ressources. Le troisième axe de l'économie circulaire concerne ce qu'on appelle les symbioses industrielles ou synergies industrielles. Donc typiquement, la philosophie ici, c'est que le déchet d'une entreprise peut être une ressource pour une autre entreprise et vice-versa. Donc on va essayer de créer autant que possible des synergies entre entreprises pour optimiser l'utilisation des ressources et ou pour limiter la production de déchets. Donc par ailleurs, certaines ressources parfois peuvent être dormantes ou sous-exploitées au sein des entreprises. Donc essayer de créer ces synergies, ça peut être un moyen aussi souvent de valoriser ces ressources qui sont sous-exploitées et donc parfois d'engendrer des rentrées financières qu'on ne soupçonnait pas initialement. Et évidemment, ça implique de nombreuses formes de collaboration potentielles. Ça peut être une mutualisation, entre guillemets, bête et méchante de flux matériels. Ça peut aussi être une redistribution d'énergie produite en excès ou le partage d'un transporteur. Donc si, par exemple, j'ai un camion qui transporte mon produit qui est à moitié vide et qui passe près d'une entreprise voisine qui doit aussi distribuer, on peut mutualiser le transport et faire, entre guillemets, d'une pierre deux coups. Donc les symbioses, ça implique aussi évidemment l'établissement de partenariats durables et de relations de confiance. Et c'est souvent la base sur laquelle s'établissent les circuits courts tels qu'on les connaît aujourd'hui. Les exemples de circuits courts qui fonctionnent très bien ont fonctionné sur ces bases-là, puisque les symbioses permettent de centraliser et parfois de circulariser les flux. Donc ces circuits courts ont bien sûr l'avantage de limiter les impacts environnementaux liés au transport, mais aussi de renforcer les liens avec les partenaires et avec les consommateurs, et donc d'avoir une activité bien plus stable qu'elle ne l'était avant. Le dernier axe de l'économie circulaire concerne ce qui est considéré dans le cadre de l'économie circulaire comme étant les nouveaux modèles économiques. Donc, petite précision sémantique ici, on considère souvent l'économie circulaire à juste titre comme un modèle économique innovant, mais l'un des axes de l'économie circulaire reprend des définitions un peu plus précises d'exemples de business models innovants à haute valeur ajoutée sociétale. Donc les nouveaux modèles économiques dans ce cadre-ci sont une très large ou assez large gamme de business models innovants. Parmi les principaux, on recense donc par exemple l'écologie industrielle ou économie territoriale, ça s'appelle comme ça aussi parfois, fort lié aux symbioses industrielles que je viens d'aborder et qui vise à créer en fait un groupe autonome et auto-alimenté d'entreprises sur un même pour mutualiser autant que possible les flux et les compétences. Donc on entend parfois parler d'éco-zoning. Donc voilà, c'est le genre de résultats qu'on peut atteindre avec des processus d'écologie industrielle. L'économie collaborative aussi, qui favorise la mise en commun de ressources et les business models complémentaires axés cette fois sur le partage et la coopération, principalement partage de ressources immatérielles. Donc entre entreprises qui ne partagent pas forcément le même territoire, ça peut être à très large échelle géographique, mais on est ici sur la mutualisation de ressources, donc comme j'ai dit, immatérielles, style partage de connaissances, partage d'expériences, partage de know-how, qui sont tout à fait considérées comme des ressources à optimiser dans le sens de l'économie circulaire, ce qui est quelque chose qu'on soupçonne pas toujours, c'est que l'économie circulaire a aussi pour but de mutualiser les ressources immatérielles. Et enfin, l'économie de la fonctionnalité,
qui est probablement le point le plus, entre guillemets, le plus important et le plus souvent invoqué quand on parle de nouveaux modèles économiques dans le cadre de l'économie circulaire. L'économie de la fonctionnalité va viser en fait à privilégier la valeur d'usage du produit. Donc on va vendre l'utilisation du produit plutôt que sa propriété. Ça peut par exemple prendre la forme d'un leasing et ça laisse par ailleurs la possibilité à l'entreprise de garder la main sur son produit et donc de le réparer ou de le reconditionner, voire le recycler par exemple, et en tout cas de le réutiliser d'une manière ou d'une autre par après. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est donc une bonne réponse à l'obsolescence programmée et à des phénomènes de surconsommation, puisque ici, on a tout intérêt, l'entreprise a tout intérêt à ce que le produit dure le plus longtemps possible. Et ça implique aussi souvent la mise en place d'une activité plus servicielle. Et ici encore, plus que jamais, l'établissement de relations plus solides avec les consommateurs et avec les partenaires, donc une activité qui est d'autant plus stabilisée. Donc juste un petit exemple rapide pour illustrer peut-être ceci, c'est que Xerox, qui ne vendent pas aujourd'hui la propriété de la photocopieuse aux entreprises, mais qui vendent un certain nombre de copies. Donc la photocopieuse est au sein de l'entreprise, mais Xerox en garde la propriété et peuvent récupérer l'appareil en fin de vie ou alors peuvent le réparer directement. Donc c'est typiquement une forme de leasing ici et Xerox a tout intérêt à ce que les machines soient les plus durables possibles. C'est dans son intérêt, donc on lutte vraiment contre ces phénomènes d'obsolescence programmée que je mentionnais juste avant. Donc voilà en gros pour les 4 grands axes de l'économie circulaire. Encore une fois, selon la définition wallonne de l'économie circulaire, mais c'est ces 4 grands axes qui sont très généralement repris. Et je vais maintenant passer la parole à Baudouin Le Hardy. Merci beaucoup. Vous avez vu que les défis sont évidemment gigantesques et que chacun doit agir à son niveau. Je crois que l'important dans le principe de l'économie circulaire, c'est de ne pas se dire c'est pour l'autre et pas pour moi. Chacun doit s'engager et c'est ce que nous faisons, nous essayons de faire à notre modeste échelle d'entreprise publique, enfin modeste au niveau mondial certainement, au niveau belge peut-être encore un peu moins, au niveau local nettement moins puisque nous employons plus de 500 personnes maintenant, nous sommes considérés quand même comme une grosse entreprise et comme une entreprise structurante dans son tissu. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'en matière, on a parlé entre autres du tri, recyclage, revalorisation des déchets. On ne le dit pas assez, mais la Belgique, la Wallonie, le Brabant wallon, nous sommes tous parmi les très bons élèves de la classe européenne. Ça, c'est un message que je voudrais quand même faire passer, qui est un message positif. Nous avons une législation qui a évolué rapidement dans le bon sens et nous sommes, pour ce qui est la valorisation, le tri et le recyclage des déchets, vraiment dans le top 5 européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas